Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Asian Action Fund Africa. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission spéciale. Le thème qui nous réunit ici s'intitule « Politique macroéconomique sensible au genre ». Qu'est-ce qu'on entend par politique macroéconomique sensible au genre ? Dans quelles conditions peut-on dire qu'une politique macroéconomique est sensible au genre? Et qui sont ceux-là qui doivent travailler pour que la politique macroéconomique soit véritablement sensible au genre? Toutes les réponses sur cette émission avec notre invité du jour. Madame, bonjour. Merci de vous présenter. Bonjour, monsieur le journaliste. Honneur est pour moi de répondre à votre question par rapport au genre et la politique macroéconomique au genre. Je suis Couton Mélissé Aude-Berloge, gestionnaire de projet, présidente de l'ONG Humanis Vie. Je suis activiste de tout ce qui concerne le mouvement des femmes au Bénin. Merci. Merci beaucoup, madame, pour votre présentation. Sans transition, nous irons dans le vif du sujet. Dites-nous, nous entendons souvent parler de genre. Et c'est quoi concrètement le genre? Merci beaucoup, monsieur. Le genre peut se définir comme l'ensemble des interactions et différenciations entre les hommes et les femmes produites par la société dans laquelle ils vivent. Le concept genre aussi est un concept qui a évolué sur plusieurs années et qui revêt aujourd'hui différents aspects. Vous savez, pendant longtemps, la femme a joué un rôle de reproductrice pour la société et a été considérée aussi comme subordonnée à cause de nombreux points de différenciation qui existent entre elle et les hommes. Mais cet état de choses a évolué et a été à l'origine d'un traitement discriminatoire de la part des hommes. Mais aujourd'hui, les points de différenciation entre l'homme et la femme se révèlent sur plusieurs plans et les études sur la situation socio-politique et économique des femmes dans le monde en témoignent. Donc, pour faire court, on peut dire que le genre désigne le processus et rapports sociaux qui divisent, polarisent et organisent l'humanité en différentes catégories de sexe, genre et de sexualité. Merci. Merci également à vous. À votre avis, madame Eude Couton, c'est quoi une politique macroéconomique? La politique macroéconomique est une politique à grande échelle et permet aux pays de faire converger leurs programmes économiques afin d'éviter des conflits d'intérêts pour un développement commun. Dans quelles conditions peut-on dire qu'une politique macroéconomique est sensible au genre? Merci. On peut dire qu'une politique macroéconomique est sensible au genre parce qu'elle n'affecte pas les hommes et les femmes de manière semblable en raison des places différentes qu'ils ou qu'elles occupent dans l'économie. Il s'agit par exemple de l'économie de marché, des travails rémunérés, ou de l'économie hors marché, du travail non rémunéré. En général, c'est une représentation des 4 grands objectifs de la politique économique conjoncturelle d'un pays, que sont la croissance, le plein emploi des facteurs de production, l'équilibre extérieur de la balance commerciale et la stabilité des prix. Qui sont alors ceux-là qui doivent travailler pour que la politique macroéconomique soit véritablement sensible au genre? Merci. Disons les acteurs qui doivent travailler pour que la politique macroéconomique soit sensible aux gens sont le gouvernement, en votant des lois et en mettant un cadre de concertation qui favorise le genre, les organisations internationales,
en finançant les programmes et formations en faveur du genre, les organisations de la société civile, en participant aux différentes formations liées aux questions du genre, la presse, pourquoi pas, en faisant la promotion des différents acteurs sensibles au genre. Alors, que peut-on vraiment faire pour les inciter? Et monsieur le journaliste, c'est ça que je viens de le dire de façon en gros, puisque chaque acteur joue sa partition. Si chaque acteur joue sa partition, comme je disais, le gouvernement en votant les lois et en mettant un cadre qui favorise le genre, et les organisations internationales en finançant les programmes et formations en faveur du genre, et les organisations de la société civile en participant aux différentes formations et aux questions liées au genre, et la presse pour vulgariser, sensibiliser et faire la promotion des différents acteurs sensibles au genre. Merci. Merci à vous également. Et si aujourd'hui, les autorités politico-administratives décident de rendre la politique sensible au genre et dans tous les secteurs d'ailleurs, croyez-vous qu'il y aurait suffisamment de femmes pour satisfaire à la demande? Ma réponse serait oui. Aujourd'hui, les femmes occupent un pourcentage élevé de la population en situation de pauvreté. Il est aussi vrai qu'elles sont les plus nombreuses sur le marché de l'emploi. Il est aussi vrai qu'elles sont les plus nombreuses dans nos marchés, dans nos différentes institutions. Les politiques de développement aujourd'hui ne semblent pourtant pas reconnaître ce fait. Elles se contentent de leur offrir une assistance. Cet état de choses entraîne surtout les politiques à l'échec. Donc si vraiment les politiques administratives essaient de mettre l'accent sur le genre, il y aura ces femmes-là capables de s'intégrer et de faire en sorte que ce programme-là puisse vraiment être un levier de performance au programme qui genre. Donc, il est nécessaire de repenser à l'aspect genre du développement et de faire la promotion à l'accès de l'emploi des femmes au lieu d'une assistance financière qui a s'épuisé. Donc chaque programme et projet de développement devrait revêtir désormais un aspect genre. Donc ne pas prendre en compte uniquement et les hommes dans tous les différents aspects, dans tous les différents domaines de la société, toujours intégrer un cadre de concertation genre pour faire participer tout le monde au même pied d'égalité. Alors c'est vrai que le nombre de femmes aujourd'hui sur l'échiquier politique, même dans nos administrations, est très très limité. On a très peu de femmes qui représentent, on a très peu de femmes au niveau des instances de prise de décision, mais malgré cela, il y a quand même certaines qui arrivent quand même à s'émanciper, à s'éclore, et puis on les voit sur la scène politique, elles parlent, elles défendent les femmes et tout, comme par exemple vous, Madame Aude Couton, et je voudrais vous demander à cet effet, et comment est-ce que vous êtes arrivé là? Racontez-nous un peu votre parcours. Merci beaucoup. C'est une question un peu sensible. En fait, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien d'impossible à la femme. Pour dire à tout le monde, mais la femme spécialement est un cadeau, un don de Dieu qui a la possibilité d'ouvrir toutes les portes. Je voudrais dire par là quoi? Ça n'a jamais été facile pour la femme de venir au niveau où je suis aujourd'hui. Quand bien même je me dis encore qu'il me reste beaucoup à faire, mais la première chose, c'est déjà d'avoir une vision. Et quand tu as une vision, et quand tu vois qu'il faut que tu apportes ta part à l'édifice, tu commences par déterminer dans quoi je vais me mettre pour apporter ma pierre à l'édifice. Donc, avoir ta vision te donne l'opportunité et l'occasion de voir qui sont ceux qui font comme moi. Qui sont ceux qui font comme moi? Je vais chercher au Bénin, dans mon pays, dans ma zone, c'est que dans ma localité, dans ma commune, qui sont ceux qui font comme moi? Qui sont ceux qui parlent du sujet que je vais aborder? Essayer de les rapprocher et de savoir ce qu'ils ont fait, ce qui se fait et ce qui reste à faire. Ce n'est
que comme ça, on peut commencer. Mais toujours est-il que quand tu as une vision et que tu as un plan dans ta vision, tu peux facilement arriver. Mais je dis souvent une chose, d'aller mollo. Parce qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire qu'on veut grimper. Il faut commencer au bas de l'escalier, avoir des mentors, participer aux activités, aller à la recherche de l'information et maintenant intégrer les réseaux. Par exemple, comme le RFLD, c'est un réseau qui travaille beaucoup en faveur du genre et en faveur des femmes. Donc, intégrer les réseaux maintenant pour avoir l'information et être sûr que l'information qu'on a est la bonne information. Et là maintenant, vous suivez votre plan et petit à petit, vous montez les manches de l'escalier jusqu'à venir au niveau où je suis, que je ne sais pas parce que je me dis que je suis encore au bas de l'échelle et que j'ai encore beaucoup à faire. Merci beaucoup à vous. Et également, la première des choses, c'est d'avoir d'abord la vision et d'y croire. Ensuite, se lever pour l'accomplissement de cette vision. En tout cas, c'est du moins ce que j'ai pu retenir de votre intervention tout à l'heure. C'est vrai, on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs, dit-on. Est-ce que dans ce parcours-là, Madame Eude Couton, vous n'avez pas rencontré des difficultés? Partagez-nous un peu ces difficultés. Oui, les difficultés n'en manquent pas. Il y a toujours des difficultés dans tout ce qu'on entreprend. Mais si tu as formé ton mindset pour dire que je rencontre ici comme difficulté, je le prends comme une opportunité, ce ne sera pas difficulté pour toi. Donc ce sera peut-être une occasion pour toi d'apprendre de nouveau. Les difficultés, surtout dans les organisations, les organisations de la société civile, ils sont légion. Ils sont légion parce que la tâche, elle vous est attribuée, vous, la présidente ou bien la première personne de l'organisation. Vous n'avez pas des gens qui suivent votre vision ou qui ne comprennent pas votre vision. Et quand vous dites que vous êtes activiste des OSC, en même temps, on se dit que les autres qui vous voient que vous avez de l'argent sans savoir que vous avez tout un travail que vous avez fait derrière ça. Donc, quand tu es activiste des organisations, donc tu es riche, donc quand ils tiennent compte de ça pour venir s'aligner derrière ta vision, sans prendre en compte la vision pour laquelle vous vous êtes hésité. Donc, c'est la difficulté. Et les tâches, quand bien même chacun a son profil de poste et que chaque tâche est destinée à chacun, personne ne veut faire le travail, personne ne veut payer les frais d'adhésion ou les cotisations annuelles. Donc, la présidente, c'est elle qui est à tout faire. C'est elle qui doit tout faire et c'est elle parce que c'est elle qui... Donc, c'est un peu difficile. C'est surtout ce côté-là. Parfois, on se retrouve seul à tout faire et quand vous avez vraiment votre vision, elle est bien basée, elle est bien assise et que vous vous dites que ce n'est rien et que c'est une opportunité pour vous de mieux apprendre, vous passez les difficultés. Alors, au vu de ces difficultés, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à toutes ces femmes-là qui nous écoutent en ce moment? Oui, j'ai des conseils à donner aux femmes, pour ne pas dire les jeunes filles qui viennent. La première, c'est d'être autonome. Quand on est femme, il faut chercher l'autonomie financière. Et on ne peut pas être autonome en restant à la maison ou en ne rien faisant. C'est-à-dire se créer des activités génératrices de revenus. Parce que si tu es autonome, tu peux prendre des décisions autonomes. Même quand tu trouves des gens qui s'alignent derrière ta vision et qu'il faut sortir de l'argent, vous n'allez pas hésiter pour sortir de l'argent. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième conseil que je veux donner, c'est de toujours avoir une vision de vie. Je me rappelle, jusqu'à ce que j'ai eu mon bac, je ne savais pas ce qu'on appelait vision. Mais le jour où j'ai découvert ce qu'on appelle vision, je me suis dit, si j'avais cette vision-là, depuis après mon BPC, je vous jure, je ne serais pas à cette étape. Je dis merci à Dieu pour le niveau de vie auquel je suis actuellement. Mais je me suis dit, si je savais ce qu'on appelait vision et que j'avais cherché, j'avais fait la découverte de ma vision, ce pourquoi je suis née,
je ne serai pas à cette étape-là. Donc, c'est toujours bon de vite connaître ce qu'on appelle vision, de déterminer sa vision de vie, d'y travailler et de rester constant. De rester constant sur sa vision. C'est-à-dire, si entre-temps, je dis que je serai une ONG pour aller au secours des orphelins, que 5 ans après, que je sois déjà l'ONG qui fait déjà des activités ou des actions à l'endroit des orphelins. Donc, ne pas aller de gauche à droite, mais de rester constant et déterminé derrière sa vision, de travailler jour et nuit pour y arriver, de toujours augmenter quelques heures en plus des journées de 24 heures pour sacrifier à sa propre vision. Donc, si quand bien même je suis une femme et que je travaille, alors que derrière mon travail rémunéré, j'ai une vision, j'ai un projet, quand je retourne à la maison après le travail et je finis de parler de papa et des enfants, maintenant je me prends 1 heure ou bien 2 heures de temps pour travailler sur ma vision. Ce n'est que comme ça, on reste constant dans la vision et 1 an, 2 ans après, on réalise de grandes choses. Merci. Alors, vous avez un plaidoyer ou un mot de fin? Je voudrais faire un plaidoyer à l'endroit des autorités politico-administratives, à l'endroit des organisations internationales, à l'endroit du réseau des femmes comme le RFLD, à continuer à travailler, à intégrer tout ce qui est politique sensible aux gens, formation, encadrement, des ateliers de sensibilisation, des ateliers de plaidoirie, afin que on ressente l'efficacité et le niveau d'évolution de toute activité sensible aux gens au Bénin. Certes, le Bénin a fait, mais c'est comme rien n'a été fait et qu'il reste beaucoup à faire. Ce n'est que comme ça on peut évoluer à intégrer le genre dans tous les aspects de la nation béninoise. Merci. Merci à vous également, Madame Aude Couton. Nous sommes vraiment contents de vous avoir aujourd'hui dans nos locaux pour débattre des questions ayant trait à la femme. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et bon retour chez vous. Alors, chers amis, nous sommes donc en train d'aller vers la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre attention soutenue. Je retiens quelques points clés de l'intervention de Madame Aude Couton. La première des choses que les femmes doivent savoir, c'est d'abord d'arriver à détecter la vision. Connaître sa vision, c'est la première des choses. La travailler tout en restant constant. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Ce projet est réalisé par le réseau des femmes leaders pour le développement avec l'appui financier de Eugène Hasson Fund Africa.